4 mars et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai des petites choses à vous montrer et surtout des livres dont j'ai très envie de vous parler. Donc on va débuter tout de suite avec déjà les réceptions. J'ai reçu en fin de semaine dernière Amy pour la vie de Sofiane Fanen. C'est publié dans la maison d'édition Novice. C'est un tout petit livre. Pour vous donner une idée, le format c'est plus petit qu'un poche et c'est vraiment très court. J'avoue que je le pensais plus long, il fait 100 pages et ça nous parle de Amy Winehouse. Et donc on nous dit, à travers ce portrait, Sofiane Fanen retrace la vie tragique de la comète Amy Winehouse, de son enfance musicale à sa mort alcoolisée le 23 juillet 2011. Il explore les multiples facettes de cette chanteuse née, devenue à 22 ans seulement, une star mondiale, fragile et excessive, traquée par tous les tabloïds britanniques. Fruit d'une longue enquête, ce récit dévoile les coulisses d'un amour toxique, d'un album magistral, Back to Black, et les intérêts contradictoires de l'industrie musicale durant la descente aux enfers de cet artiste culte. Très hâte de le lire. Journaliste et cofondateur du site Les Jours, Sofiane Fanen est spécialiste de la musique. Il écrit aussi bien sur ses mutations artistiques que sur sa révolution numérique. Je pensais que c'était une femme du fait du prénom. Donc je ne sais pas quand est-ce que je lirai, sûrement au mois d'avril. Et j'ai également reçu Nous n'étions pas des tantes de Sylvie Garcia. Il faut une vie pour être libre. Je vais enlever le bandeau parce que j'aime pas ça. C'est publié chez l'Iconoclaste. Vous savez que j'adore cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font vraiment des bons ouvrages très réfléchis. Ils en sortent peu, mais souvent il y a un vrai travail éditorial derrière. Le temps d'un été, Hélène revient s'occuper de son père. Chaque année, une laisse invisible la ramène au pays, dans ce coin perdu qui lui a donné son accent un peu rauque. Hélène s'est construit une autre vie à Paris, une vie réussie comme on dit. Mais dans la maison du lac, elle redevient une petite fille obéissante. Rien n'a changé au village, ni les gens, ni cette pesanteur qui vous colle à la peau. Hélène n'est dupe de rien ni de personne, c'est une marque de fabrique chez elle. Pourtant cet été, tout se défait. Son frère veut vendre la maison, son père va mourir. Sur le marché, son regard croise celui d'un ancien amant. Leurs corps se retrouvent et cet amour d'automne a pour tous les deux le goût de la liberté. Sylvie Garcia est autrice et directrice littéraire de l'Iconoclaste. Son précédent roman, Mes clandestines, est paru aux éditions Jacqueline Chambon, Actes Sud. Vraiment hâte de lire. Je pense qu'il va se lire rapidement parce qu'il fait environ 220 pages et comme d'habitude chez l'Iconoclaste, c'est assez aéré. Je vous en redis des nouvelles. Je voulais vous parler de 3 lectures. Celle-ci, c'est ma prochaine lecture que je vais commencer, je pense, ce soir. La fille du Hälsingland de Katharina Widholm, destinée suédoise. Voilà, je le commence ce soir, donc je vous en reparle dans la prochaine fois que je vous prends. Je vais déjà vous parler de ma lecture en cours, parce que j'ai très envie de vous en parler. Il s'agit de La Recluse de Whitfield Hall de Anne Brontë. Je vous ferai un retour complet ensuite, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur un post Instagram que j'ai fait. Je connais surtout les 2 sœurs, Émilie et Charlotte, forcément, les autrices des Hauts de Hurlevent et de Jane Eyre, qui sont très connues. Leurs romans sont édités par plusieurs maisons d'édition, dans des éditions chaque année un petit peu collector. On les voit beaucoup à l'écran, il y a des séries, des films qui sont faits sur leur ouvrage. Et puis, il y a Anne Brontë, la 3e sœur, qui a écrit Agnès Grey, qui a écrit La Recluse de Whitfield Hall. D'ailleurs, le titre est un peu en discussion, personne n'est vraiment d'accord. Le titre en anglais, c'est The Tenant of Whitfield Hall, qui voudrait plutôt dire la locataire. Chez Archipoche, ils l'ont mis sur la dame. Le film qui a été fait dans les années 90, c'est aussi La Dame de Whitfield Hall. Donc voilà, il y a toute une question sur la traduction du roman. Personne n'est vraiment d'accord. Et ça montre un petit peu le souci, je trouve, avec ce roman dans les maisons d'édition, enfin dans l'édition française en tout cas. Donc ce que je vous disais, c'est que il est publié très peu. En fait, en ce moment, on peut le trouver en poche chez Archipoche et dans la maison d'édition Libretto, mais toutes les maisons d'édition 10-18, Hauteville, Pocket, qui font des versions collector des romans des sœurs Brontë, ne publient pas
cette sœur-ci, et notamment ce roman qui pourtant est dit comme un des premiers romans féministes et qui me semble, en tout cas, et j'en suis presque à la fin de ma lecture, très important aujourd'hui. Parce qu'il montre aussi l'évolution de la condition de la femme et la condition de la femme à l'époque victorienne. Et donc, je trouve que ça pose question. Voilà, ça pose question. Pourquoi est-ce que il est très peu édité? Et notamment, j'ai beaucoup entendu de problèmes sur la version de Archipoche, qui est pourtant la version la moins chère de ce roman. Parce que le libretto, alors j'aime beaucoup la traduction, mais il est quand même à 13 €, ce qui n'est pas rien pour un poche. Et alors que la version Archipoche est vraiment moins chère à 7 ou 8 €. Et ça fait une différence forcément, hein, ça fait une différence ce prix. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai pu voir, parce qu'en fait j'ai pris l'e-book de ce roman et je me suis retrouvée avec l'e-book de la version Archipoche. Et c'est extrêmement différent en fait de cette version-là, et donc j'ai voulu comparer. J'ai trouvé sur internet un chapitre en version originale de ce roman, et donc j'ai essayé de comparer. Alors je suis pas très forte en anglais, hein, je dis pas que je suis spécialiste de la traduction, loin de là, c'est presque même une des premières fois je crois que je m'y intéresse vraiment. Et en effet il y a des coquilles, la version Archipoche est vraiment mal faite, il y a des vrais soucis, et quand je regarde un petit peu les avis sur internet, on le dit. Voilà, tout le monde le dit, les audios qui ont été faits en fonction du roman de Archipoche, les personnes disent que ça a été mal traduit, que c'est mal interprété. Voilà, il y a vraiment un problème de traduction. Et d'un autre côté, je me dis, en même temps, il y a tellement peu de traduction de ce roman que on n'a pas tellement le choix en fait. Mais en tout cas, celui-ci me semble être la meilleure version de ce roman. En tout cas, c'est l'avis de ma libraire, et qui me disait que Libretto fait très attention justement à ces questions de traduction. Et moi, en tout cas, de l'impression que j'ai, c'est vraiment une bonne traduction de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu comparer. Encore une fois, je suis pas très forte en anglais, mais je me débrouille, et j'ai trouvé que le style d'écriture, la beauté de l'écriture, la grandeur de l'écriture était très bien représentée ici. Donc ça me semble être en tout cas une bonne version si vous voulez vous lancer dans ce roman. Ce roman où l'on suit donc Hélène, qui va arriver à Whitfield Hall, et son voisin, enfin ses voisins vont se poser des questions. Une femme seule qui arrive avec son fils dans une grande demeure, c'est un petit peu bizarre. Rien que le fait déjà qu'elle soit seule pose vraiment question. Et puis, il va y avoir entre elle et Gilbert une relation un petit peu étrange. Et en fait, rapidement, il va se poser des questions parce qu'il y a quand même un homme un peu bizarre qui passe son temps à être à côté d'elle, et il trouve ça un petit peu étrange. C'est Frederick Lawrence qui veille un petit peu jalousement sur cette femme, et il va donc se poser des questions. Et en fait, le livre a une construction extrêmement intéressante, j'ai trouvé. On oscille en fait entre des lettres que Gilbert envoie, où il parle justement de cette relation, enfin en tout cas de sa vie, de cette relation, et puis le journal de Hélène, où elle parle de sa relation avec son mari, la naissance de son fils, et j'en suis un petit peu plus loin, mais je vais pas vous spoiler tout le livre, mais c'est vraiment extrêmement intéressant, et j'ai trouvé la construction vraiment très bien amenée. J'aime beaucoup l'écriture, et je trouve qu'en effet c'est un grand roman féministe en fait de son temps, mais qui est, je trouve, en avance sur son temps. Voilà pour ce livre, je vous en reparle de toute façon parce que je l'aurai terminé ce soir, c'est certain. Et ensuite je voulais vous parler de ces deux livres qui, je trouve, vont bien ensemble, et donc c'est pour ça que je voulais vous parler des deux. Il s'agit du Seuil de Fanny Vella, qui est une bande dessinée qui a été sortie en collaboration entre le Courrier du Livre graphique, alors c'est la maison d'édition Très Daniel, et Nous Toutes. Et en fait, c'est une bande dessinée sur les violences faites aux femmes, sur notamment les violences conjugales, l'emprise d'un homme sur sa femme, et le pouvoir des proches, et comment l'entourage va prendre conscience de la situation et tenter de sauver la personne, tenter de lui faire prendre conscience
et l'aider à quitter cet homme violent, cet homme qui lui fait peur, qui a une emprise psychologique. J'ai trouvé justement d'ailleurs en parlant de la psychologie que c'était une bande dessinée déjà très bien faite, très bien faite, notamment les dessins de Fanny Vella, vous commencez à les connaître si vous me suivez un petit peu et si vous la suivez sur les réseaux, j'aime beaucoup. Et la couleur qui a été choisie, voilà, c'est noir et blanc, c'est gris, ça montre bien la dureté de cette question. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, c'est avec ces couleurs-là, pardon, qu'elle a abordé cette question des violences conjugales et des féminicides sur son compte Instagram. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant, voilà, de revenir aux couleurs fondamentales, le noir et le blanc qui font gris dans les nuances. Et voilà, c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment un récit que je trouve très fort aussi, donc justement parce qu'il aborde donc la violence physique, mais également la violence psychologique, l'emprise d'un homme violent, et puis toute la perversion, toute la manipulation qui va venir paralyser. Et donc on a beau savoir, on a beau se rendre compte de cette violence, on a du mal à partir, on a peur de partir, on se remet en question, on remet en question ce qu'on éprouve, ce qu'on a vécu, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et donc c'est extrêmement intéressant, et en fait je le mets en parallèle avec un livre qui vient de sortir chez Le Duc, Société. Il s'agit de Nos survivantes, de Lisa Serrero. La préface est de Ghada Hatem Ganzer. Et c'est un livre sur le pouvoir des proches face aux violences sexuelles. Et c'est pour moi un livre indispensable pour apprendre à écouter, pour apprendre à comprendre la place des proches, l'importance des proches, tous les mécanismes des violences et comment nous, en tant que proches, comment nos proches peuvent réagir, comment ils peuvent essayer de comprendre, comment ils peuvent essayer d'accompagner. C'est dit ici, mais une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles. Pourtant, seulement 10% déposent plainte. Et on se demande un petit peu vers qui elles peuvent se tourner, ces femmes. Et ces femmes devraient pouvoir se tourner vers leurs proches, et notamment vers des proches qui sauraient vers où les aiguiller, sauraient comment réagir face à elles. Des proches qui, et je le sais bien par mon histoire personnelle, sont victimes par ricochet. Et je le sais parce que ma famille a été victime par ricochet de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Et ça, on ne le dit pas assez. Voilà, l'importance des proches, et en même temps que eux aussi sont victimes, parce que déjà ils ressentent la douleur également d'une autre façon. Ils vivent également ce traumatisme par ricochet, et donc c'est très difficile. Et donc ils sont des victimes par ricochet, et ils vont permettre en étant justement des victimes eux aussi de cet acte, et en ressentant des choses très difficiles également, ils vont être aussi des acteurs très importants dans la libération de la parole de la femme, dans sa possibilité de mettre en mots ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est presque, en tout cas personnellement, moi, ce qui a été le plus important, ce qui a été le plus libérateur, en fait, ça a été la présence de mes proches, et c'est pour eux que j'ai parlé, c'est grâce à eux que j'ai parlé, c'est pour eux et pour moi, bien sûr, mais c'est vrai que ça a un impact indéniablement, et des mots que nous toutes martèlent souvent, mais je te crois, tu n'es pas seule, ce sont des mots qui ont été libérateurs pour moi, notamment venant de mes proches, venant de mes très proches, et puis également venant de gens qui le sont moins, mais qui ont été touchés par mon histoire. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un livre qui est très important, parce que il amène des témoignages, et puis une documentation assez intéressante justement sur cette question, sur le pouvoir de l'entourage dans cette reconstruction et cette libération de la parole de la femme, dans la prise de conscience de ce qui nous arrive. Et puis c'est très important de savoir en tant que proche où aiguiller. C'est ce que je vous disais, c'est un livre qui donne aussi un peu les clés de comment réagir, quels mots utiliser, où orienter la personne qui vient nous parler, comment
rompre cet isolement dans lequel elle est, parce que une femme, par exemple, victime de violences conjugales, va s'isoler auprès de son mari. Elle va voir certaines personnes, par exemple, au travail, ou sa famille a des événements où elle ne peut pas refuser d'aller. Et donc, il va falloir reconnaître déjà les signes et puis accompagner pour rompre l'isolement et pour accompagner dans une libération, comme je vous le disais, de la parole. C'est un livre qui est indispensable pour moi et qui fait écho à cette bande dessinée que j'ai lue en même temps. Donc voilà, il faut l'avoir, je pense, entre les mains. Il faut le lire parce que c'est extrêmement important. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je pense que je vous en avais déjà parlé dans l'ancien vlog, mais il y a plusieurs parties, en fait, à cet essai. Je vais vous les dire parce que je trouve ça assez intéressant et ça montre ce que cet essai aborde. Il y a donc l'introduction, les proches en première ligne, le pouvoir d'écouter, le pouvoir de protéger, le pouvoir de déculpabiliser, le pouvoir de s'adapter, le pouvoir de reconstruire. Puis il y a une conclusion, des contacts utiles, des ressources et des remerciements. Voilà, pour vous montrer un petit peu, moi je pense que c'est extrêmement important. Et puis il y a plein de ressources pour les urgences, mais également au-delà, le collectif féministe contre le viol, moi qui m'a beaucoup aidée. Le mouvement français pour le planning familial également, et puis plein d'autres, Femmes solidaires, e-enfance, Fédération Parapluie Rouge, Voix des femmes, nous toutes bien sûr, En avant toutes, Stop Ficha, voilà, enfin il y en a plein, et la Maison des femmes, bien sûr, la Maison des femmes qu'on retrouve dans plusieurs villes en France, qu'on retrouve à Paris également, à Saint-Denis, à Montreuil. Voilà, il y a plusieurs maisons des femmes et c'est un endroit où on peut... pardon. Et c'est un endroit qui peut permettre voilà, de se recentrer, de rencontrer d'autres femmes et d'être accompagnée sur plusieurs plans importants quand on est une femme victime. Voilà pour ces livres. Je vous reprends très vite. Je vous reprends, on est mardi et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Notamment, j'ai vu la sœur de mon grand-père ce midi. J'ai mangé donc avec l'arrière-grand-mère, grand-tante des enfants. Et elle a offert ce magnifique album aux garçons, Le bateau rêve de Séverine Vidal et de Julien Arnal. Julien Arnal qui n'est autre que le dessinateur de Le rêve de Mademoiselle Papillon. Où est-il ? Je l'ai pas ici. Qui n'est autre que le dessinateur du rêve de Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, donc l'adaptation en album jeunesse de son roman Mademoiselle Papillon, que j'ai adoré. Et donc c'était assez rigolo parce qu'elle ne sait pas que j'adore cet illustrateur et je reconnais vraiment sa patte. C'est absolument sublime. Un petit bébé. Les dessins sont absolument sublimes, absolument parfaits. C'est publié, pardon, chez Gallimard Jeunesse. Je vais vous montrer un petit peu. C'est tout doux, c'est vraiment des décors de rêve. Voilà, j'adore et j'ai trop hâte d'être ce soir pour le lire à Léon, qui est au judo actuellement avec son papa. Et nous avons reçu également de la part de Albin Michel Jeunesse Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. Léopold est un libraire très apprécié de ses clients. Personne ne repart jamais sans avoir trouvé le livre qui lui correspond. Mais un jour, un individu sème la pagaille. À chaque fois qu'il saisit un ouvrage, il le dévore à pleines dents. Léopold va devoir ruser pour sauver sa librairie. Ça a l'air très très rigolo. Je pense que ça va beaucoup me plaire et beaucoup faire écho à ces petits mangeurs de livres que sont les enfants. Voilà. Je pense que ça va me faire beaucoup rire. Je vous en fais un retour de toute façon rapidement. Je pense que ce sont les deux albums qu'on lira ce soir quand Léon va rentrer du judo au moment du repas pour le poser un petit peu. Et je voulais vous montrer également ces 3 réceptions, dont 2 qui sont absolument en raccord avec, comment je peux le dire, avec le Marceau féminin, avec le féminisme et avec la lutte pour les droits des femmes, notamment avec ce livre qui fait partie de la sélection 2024 du prix HarperCollins Poche.
Il s'agit de L'école des bonnes mères de Jessamine Chan. Comme la servante écarlate, c'est un roman de résistance. J'ai eu des très très bons retours quand j'ai dit que je l'avais reçu sur Instagram, donc j'ai encore plus hâte de le lire. Mais alors, autant vous dire que quand j'ai découvert le résumé, je me suis dit que franchement, j'étais obligée de l'intégrer au Mars au féminin. Nous avons votre fille. C'est le message qu'entend Frida, mère célibataire, alors qu'elle s'est absentée en laissant seule sa fille de 18 mois. Après plusieurs nuits sans sommeil, elle est partie, sans réfléchir, chercher un dossier à son travail. Et ce terrible oubli déclenche une série de conséquences qui dépassent Frida. Elle perd la garde de sa fille pour 1 an, tant qu'elle passera dans un centre de rééducation maternelle pour apprendre à devenir une bonne mère. Entre La servante écarlate et Orange is the New Black, Jessamine Chan signe un roman glaçant sur les attentes impossibles qui pèsent aujourd'hui sur les femmes, les dérives de la société de surveillance et l'indicible solitude des mères dans un système moralisateur. Je pense que c'est un livre qui va beaucoup me plaire. J'ai également reçu, et j'avais trop hâte de le recevoir, un livre qui est sorti dans la collection Proche de Mathieu Palin, Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents. Une enquête hallucinante, dit Léa Salamé sur France Inter. Il s'agit donc de ce livre que vous avez peut-être déjà vu passer. Et pour le coup, je suis extrêmement intriguée par ce qu'il peut renfermer. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Pendant 4 ans, le journaliste et romancier Mathieu Palin s'est rendu dans des groupes de parole, dans une maison des femmes, à des auditions judiciaires, avec une seule obsession, comprendre pourquoi les hommes frappent les femmes. Quelle est l'origine de la violence? Dans ce récit, pour la première fois, on entend la parole des bourreaux. Nos pères, nos frères, nos amis se lit d'une traite. C'est un livre essentiel sur un point aveugle de notre société. Reporter pour la presse et romancier, Mathieu Palin affirme dans ses livres son goût pour la littérature du réel, ancrée dans l'époque. Son dernier récit, Ne t'arrête pas de courir, a reçu 12 prix littéraires. Oh, ça me dit quelque chose. Le Point dit, sidérant. Quotidien dit une enquête sans précédent. France Inter, prenant et hallucinant, un texte fort et important. Et les INROC, le jeune surdoué de la littérature du réel. Voilà, pareil, je pense que ça va être un livre que je vais glisser dans le Mars au féminin ou peut-être entre mars et avril. Ça risque d'être un texte assez difficile pour moi à lire. Pendant mes cours de psychologie, j'ai pris un cours sur justement les violences, les traumatismes, notamment les traumas en fait. Et on a un petit peu parlé, il y a eu un cours en tout cas sur les violences des hommes et notamment un cours sur un peu l'origine de la violence. Et en fait, j'avais prétexté un mal de ventre et j'étais sortie parce que c'était assez insupportable pour moi d'essayer de trouver des causes et pour moi, des justifications à cette violence. Mais il faut me faire violence, entre guillemets, et essayer de, en effet, comprendre les sources parfois. En tout cas, je pense que ça va être extrêmement intéressant, extrêmement difficile, mais extrêmement intéressant à lire. Donc, je vous en reparle. Et pour finir, j'ai reçu un nouveau roman de la part des éditions Charleston, La femme au kimono blanc. Et je sens déjà, rien qu'au titre, que ça va me plaire, de Hannah Jones. Nous sommes donc au Japon en 1957, alors que la nuit a déjà enveloppé de son ombre les maisons du village et que seules des lanternes en papier éclairent le chemin. La jeune Naoko avance dans son kimono blanc étincelant. Au bout de l'allée, Hajime, un soldat de la marine américaine, l'attend. En l'épousant, Naoko, pourtant promise à un riche homme d'affaires plus âgé, sait qu'elle défie toutes les conventions de la société japonaise traditionnelle dans laquelle elle a grandi. Mais quand Hajime est retenue en mer sans perspective de retour quelques mois à peine après leur mariage, Naoko comprend qu'elle devra affronter seule le courroux familial et lutter pour sauver la vie de son enfant à naître. Le choix impossible qui se profile bouleversera non seulement son propre destin, mais aussi celui des générations futures. Inspiré d'une histoire vraie, le récit émouvant d'une femme déchirée entre son cœur et sa culture, prête à tout pour protéger son enfant. Une histoire magnifique, fascinante, une histoire fascinante et magnifiquement écrite. Woman's World. Trop hâte de le lire. Hannah Jones est une autrice américaine qui a su conquérir la critique et les lecteurs. Best-seller international traduit en 25 langues et lauréat de nombreux prix de lecteurs et son premier roman.
Alors, ce n'est pas une autrice japonaise, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà pour les réceptions que j'ai pu faire, les cadeaux qu'on m'a offerts. Et je voulais venir vous faire un retour définitif sur ma lecture de La Recluse de Wildfell Hall de Anne Brontë, toujours avec ce magnifique marque-page. Vous voyez que j'utilise comme ça. Je le mets ici, comme ça, je ne le perds pas. Et vous voyez, vous pouvez comme ça mettre dans les pages et on ne perd pas son marque-page qui est toujours bien accroché et qui ne risque pas de s'envoler ou de tomber ou voilà, de se perdre. Il est toujours là, ça ne, enfin voilà, ça prend franchement pas de place et je trouve ça ultra pratique. Et donc, La Recluse de Wildfell Hall. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je crois que je m'étais surtout axée en vidéo, en tout cas, sur la traduction, sur, pour moi, l'importance que ce texte voyage et qu'il soit davantage mis en avant dans les éditions françaises, dans le monde de la littérature, en France en tout cas. Alors, on peut lui reprocher de ne peut-être pas avoir beaucoup, en tout cas, pas autant peut-être que Jane Eyre, Les Hauts de Hurlevent, cette intrigue haletante, ce mystère, cette part de gothique très présente dans les romans de ses sœurs. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement important, extrêmement novateur pour l'époque. Anne Brontë s'inspire forcément des vices de son frère, je ne sais plus comment il dit, Branwell, qui était alcoolique, et elle nous parle, donc elle nous dépeint en fait la vie d'une femme qui va être mariée à un homme et puis qui va rapidement se rendre compte que c'est un homme un petit peu volage, libertin, qui va sombrer petit à petit dans l'alcoolisme et qui va avoir une espèce de violence en lui, qui va être très jaloux et en même temps qui ne va pas beaucoup lui donner, bien sûr, hein, sinon ce serait trop facile. Et donc on découvre une femme très pieuse qui va avoir beaucoup d'abnégation, qui est dotée d'une grande résilience et qui va tenter de continuer cette histoire avec cet homme, parce qu'en plus ils vont avoir un fils et donc elle va rester, elle va essayer de comprendre, essayer de le faire réagir, essayer de lui donner les clés pour qu'il change. Et puis, un jour, elle va partir. Et c'est donc l'histoire de cette femme, l'histoire de ce départ, qui nous est racontée ici, dans une façon d'écrire qui est assez originale, j'ai trouvé, avec une lettre que Gilbert, donc un homme qu'elle va rencontrer après, Gilbert va écrire pour raconter justement cette rencontre, puis les journaux de cette femme que elle va donner à Gilbert pour qu'il comprenne sa vie et ce qu'elle a vécu avant son arrivée dans cette maison seule avec son fils. Et puis à la fin de ce journal qu'elle a écrit, au moment en fait de sa rencontre avec Gilbert, elle va enlever les pages, donc elle ne va pas lui donner les pages de cette rencontre. Et on va revenir sur une lettre qu'il écrit. Et le roman se termine là, enfin se termine avec cette lettre. C'est extrêmement intéressant. C'est en effet, pour moi, un des premiers romans féministes. En tout cas, il l'est clairement. C'est assez lent. Il n'y a pas beaucoup d'action. Les personnages ne sont pas forcément des personnages qui sont attachants. C'est des personnages qui viennent par leur façon d'être et leur pensée nous apprendre des choses. Hein, Elliot? Vraiment, je vous invite à le lire. C'est assez difficile, je trouve, de parler d'un tel classique, mais clairement, pour moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été davantage publié. Est-ce que c'est justement que ce soit un roman féministe, que ça vienne critiquer le couple, et en même temps, aujourd'hui, il y en a plein, et des livres beaucoup plus féministes que celui-ci. Donc, qu'à l'époque, il n'ait pas été beaucoup édité et qu'il ait été un peu mis de côté, ça peut se concevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre, surtout que c'est bien écrit, que c'est très intéressant et que ça montre très bien la place d'une femme pieuse dans la société victorienne de l'époque et son rapport au couple et son rapport à la conjugalité, et puis aussi un peu le début de l'émancipation des femmes à cette époque-là. Donc on est en
dans les années, enfin au 19e siècle. L'émancipation des femmes, les questions qu'elles vont se poser, les remises en question que Hélène va mettre en avant, les questions qu'elle va se poser, et puis ce départ avec son fils seul qui va, d'ailleurs on le voit, poser question autour d'elle. Hein, en ça c'est assez mystérieux en fait cette question, parce que, et c'est là je pense où réside un petit peu le mystère. Après moi je savais de quoi parlait le roman, donc forcément c'était pas mystérieux pour moi, mais je pense que quand on se lance dedans, il y a un mystère. Il y a un mystère à propos de cette femme qui arrive dans cette maison seule avec son fils. Mais qui est-elle? Que fait-elle ici? Pourquoi est-ce qu'on lui rend visite mais elle ne rend pas les visites? Voilà, c'est vraiment ultra intéressant. Je suis assez triste parce que j'ai vu qu'il y avait une mini-série en 3 épisodes qui était sortie il y a quelques années. Et impossible de la trouver sur les plateformes des plateformes de streaming. Même enfin j'aurais aimé le louer en fait, et je ne le trouve pas. Donc bon, j'espère qu'il sortira. En tout cas, je suis très agréablement surprise par ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère qu'il sera réédité, édité dans d'autres maisons d'édition et qu'il sera un petit peu plus mis en avant ces prochaines années. Voilà. Je vous reprends, on est jeudi et je viens pour vous montrer quelques réceptions. Je vous parlerai de mes lectures terminées en cours un petit peu plus tard, soit ce soir, soit demain matin. J'espère que d'ailleurs ce vlog sortira vendredi soir, c'est l'objectif. J'ai reçu pas mal de petites choses et j'ai récupéré un livre chez mon grand-père. Donc j'ai reçu ça et il manque... Et il est là. J'ai reçu donc tout ça. La berceuse des sorcières de Esther Fox. C'est publié donc en format poche chez J'ai lu. J'aime énormément la couverture et je vous lis le résumé. 1876, Nouvelle-Angleterre. Jeune femme insoumise et flamboyante, aux antipodes des normes de l'époque, Margaret trouve son unique refuge dans les bois sauvages environnants. Elle cultive un étrange pouvoir. Autour d'elle, on chuchote qu'elle est une sorcière. 150 ans plus tard, Augusta décroche le job de ses rêves à Harlow House, une maison historique du Massachusetts qui a été transformée en musée. Elle ne tarde pas à découvrir que celui est rempli de mystères, qui semblent tous avoir un point commun, Margaret, la fille Harlow, dont le nom a été effacé des archives familiales. Et plus Augusta s'intéresse à son histoire, plus elle se sent liée à Margaret par une puissance obscure qui défie le temps et la mort. J'ai trop envie de le lire. Je pense que je vais le lire. J'ai envie de tout abandonner pour le lire maintenant. Je vais peut-être attendre un tout petit peu, mais j'ai super envie de le lire maintenant. Voilà, donc c'est ce roman. J'ai également reçu, on va rester sur les romans, j'ai reçu Le Verger de Damas, un bouleversant roman d'amour et de rage au cœur de la révolution syrienne. C'est de Camille Neveu et c'est publié chez J.C. Lattès. Voici le roman. Et quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite foncé parce que ça me fait extrêmement envie. Le résumé m'a vraiment appelé. Syrie, 1995. Aïssa, 7 ans, se rend tous les matins à l'école, écœurée par la propagande dont les élèves sont abreuvés. Mais le soir, il rejoint un groupe de jeunes instruits par un cheikh avant-gardiste, qui lui apprend clandestinement les notions de liberté, de droits de l'homme et de démocratie. 16 ans plus tard, Aïssa orchestre avec ce même groupe le soulèvement qui conduit à la révolution syrienne. En danger de mort et contraint de fuir son pays, il se réfugie en France en portant un lourd fardeau. Liban aujourd'hui. Exilée de l'autre côté de la frontière de sa Syrie natale, Nermine, 12 ans, n'a qu'un but, faire la lumière sur le mystère de sa naissance. Lorsqu'elle découvre un énigmatique message sur le portable de sa mère, Nermine se montre prête à tout pour percer le secret qui ronge sa famille depuis des années. Camille Neveu a été grand reporter au service étranger du Journal du Dimanche. Spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient, elle vit à Paris avec son conjoint, originaire de Daraya en Syrie, et leurs 3 enfants. Le Verger de Damas est son premier roman. Trop hâte, et il fait à peu près 350-400 pages. J'ai piqué chez mon grand-père Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Il m'a dit que ça m'intéresserait beaucoup et que c'était un de ses livres qu'il appréciait. Il me dit que Amélie Nothomb, pour lui, c'est pas une grande
enfin, c'est pas de la grande écriture, mais il aime bien, notamment celui-ci, qu'il trouve assez intelligent. Parce qu'elle ne bouge pas et ne pleure pas, se bornant à quelques fonctions essentielles, déglutition, digestion, excrétion, ses parents l'ont surnommée la plante. L'intéressé se considère plutôt à ce stade comme un tube. Mais ce tube, c'est Dieu. Le lecteur comprendra vite pourquoi, et apprendra aussi que la vie de Dieu n'est pas éternelle, même au pays du soleil levant. Avec cette autobiographie de 0 à 3 ans, Amélie Nothomb nous révèle des aspects ignorés de sa personnalité et de la vie en général, tout en se montrant plus incisif, plus lucide et plus drôle que jamais. Pourquoi pas? Il m'a dit que pour lui, ça m'intéresserait. J'ai jamais lu, je crois, Amélie Nothomb, donc ça va être une découverte avec celui-ci. J'ai reçu le fameux roman de Marie Vareille, l'autrice de Désenchantée et d'autres romans, notamment Les chaussettes orphelines, Ainsi gèlent les bulles de savon que j'avais adoré, Le syndrome du spaghetti et La dernière allumette. C'est donc son dernier roman et j'en ai entendu énormément de bien des lectrices Charleston. Donc j'ai trop envie de le découvrir. En plus, j'adore Marie Vareille. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour son dernier roman, Désenchanté, qui est vraiment incroyable. Donc lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Ici, donc j'ai vu le nom, je l'ai demandé, je ne sais même pas de quoi ça parle. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait bousculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et touche son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous maintenir en haleine de la première à la dernière page. C'est horrible, j'ai tout envie de lire, mais ma pile à lire me fait aussi extrêmement envie, ça va être trop dur. Il faut vraiment que j'ai plus de temps pour lire, c'est horrible. Et enfin, la super réception que j'attendais avec impatience, ma première lecture en tant que lectrice Le Duc, végie et enthousiaste, ma cuisine enthousiaste, 100 recettes gourmandes pour tous les moments de la semaine. Et justement, on doit faire nos courses tout à l'heure avec mon conjoint. Et j'aimerais bien tester des recettes pour changer un petit peu. Voilà, pour changer un peu notre alimentation, peut-être manger mieux. En tout cas, manger un petit peu différemment, peut-être avec un peu moins de viande. Je pense que ce serait pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses, des desserts, des ravioles. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et ça donne extrêmement envie. Qu'est-ce que je peux vous lire? Il y a des avis de lectrices. Alors, il n'y a pas les noms. Des recettes très faciles à réaliser et abordables avec des ingrédients du quotidien. J'ai eu envie de manger et réaliser chacune des recettes à chaque page que je tournais. N'étant pas végétarienne, je n'étais pas sûre d'aimer les recettes proposées, mais au contraire, ce livre m'a agréablement surprise. Ce que j'apprécie dans ce livre, des recettes revisitées, créatives, conviviales, demandant peu d'ingrédients et organisées de façon très pratique. Avec son doux design, simple et épuré, ce livre est une véritable invitation à explorer le monde de la cuisine végétarienne. Ça donne envie. Voilà pour les réceptions. Je vous reprends très rapidement pour venir clôturer ce vlog et vous parler de mes lectures. Je reviens pour clôturer ce vlog. On est vendredi matin et j'ai terminé ces 2 livres. Donc je vais vous en parler. Tout d'abord, La fille du Hälsingland, destinée suédoise, c'est le tome 1. C'est écrit par Katharina Widholm et c'est publié chez HarperCollins dans la nouvelle collection Au gré du monde. Une collection pour l'instant que j'aime beaucoup, même si j'appréhende ma lecture de Entends ma voix. Parce que sur les réseaux, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, voire assez négatifs, dont des personnes avec qui j'ai plutôt une affinité au niveau de la lecture. Donc ça me fait un peu peur. Bref, j'ai lu celui-ci, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est vraiment sur une très bonne lecture. Un peu dans l'ambiance Downton Abbey, La villa aux étoffes, Les héritières de Lovenhof. On suit Betty, une jeune femme qui a 17 ans, qui va quitter sa famille, tout ce qu'elle a toujours connu, pour aller à Stockholm, donc dans la capitale suédoise, pour devenir femme de chambre. Et donc, femme de chambre d'un riche médecin.
Et dans le train, elle va rencontrer un homme, elle va parler littérature. Puis, arrivée sur place, elle va rencontrer une femme qui est une femme de chambre dans une autre maison. Et donc, voilà, vous avez déjà un petit peu les bases de ce roman, qui est un roman sur donc une femme de chambre à Stockholm, en Suède, donc avec les paysages de la Suède, la vie en Suède, tout ce qui est la politique, l'économie en Suède dans l'avant-guerre, parce qu'on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est en 1937. Et donc, elle va rencontrer Viola, une bonne de la maison voisine. Donc, voilà, on est vraiment sur des thèmes assez importants, des rencontres, de l'amitié, de la littérature. Voilà, c'est des thèmes qui me sont chers, que j'aime beaucoup retrouver dans les romans. Et donc, ce roman, c'est un roman qui nous raconte une rencontre. Une rencontre entre Betty et cet homme du train avec qui elle a partagé son amour de la littérature et qui a glissé son adresse dans son livre. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien écrit. Alors, il faut aimer la lenteur. Il faut aimer les romans un peu en fait comme La Villa aux étoffes. Si vous avez aimé La Villa aux étoffes, vous aimerez le style d'écriture. C'est lent. Forcément, il n'y a pas énormément d'action. On suit Betty dans son rôle de femme de chambre, dans ses questionnements, dans sa vie. C'est pas un roman à action. Voilà, c'est pas un roman d'aventure. C'est un roman plutôt contemplatif, plutôt très lent, avec des descriptions, mais j'ai trouvé en tout cas pour moi pas trop longues. Voilà, moi j'ai bien aimé le rythme et je serais très heureuse de découvrir la suite et surtout la suite des aventures de Betty, parce que j'ai trouvé que c'était une héroïne qui était très attachante, très courageuse, et j'ai beaucoup aimé sa façon d'être, voilà, sa façon de grandir, de s'élever, de se poser des questions. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un bon premier tome. J'attends maintenant de lire le second, parce que forcément les premiers tomes c'est toujours assez introductif. Et souvent, en tout cas par exemple dans La Villa aux étoffes, dès le deuxième tome il y avait un peu plus d'action. Donc peut-être que le deuxième tome sera un peu plus entraînant, on va voir. Et malheureusement, je viens vous parler, et je termine ce vlog, malheureusement, avec une petite déception. La maison dans les bois de Hannah Reyes, c'est publié chez Hauteville Suspense. On suit Maya, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais on suit Maya qui voit sa meilleure amie tomber raide morte devant Frank. Les autopsies, etc. vont conclure à une mort subite. Mais ça a toujours été un traumatisme pour elle, qu'elle subit encore aujourd'hui. Et puis, plusieurs années après, elle va tomber sur une vidéo YouTube où elle va voir une jeune femme tomber raide morte également devant le même homme. Et là, elle va se poser des questions, elle va revenir dans sa ville natale au Massachusetts et essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, j'ai été très dérangée par le rythme. En fait, c'est pas vraiment une déception. C'est un avis mitigé parce que toute la première partie, j'ai reçu un message. Toute la première partie, j'ai trouvé ça un petit peu brouillon, un peu trop rapide, un peu trop lent. En fait, j'ai pas aimé le rythme qui était donné. Il y a des flashbacks, on comprend pas trop parfois l'intérêt de certaines scènes, de certains chapitres, pardon. Et donc, j'ai avancé un peu à tâtons, à reculons. Et puis on arrive à un moment dans une deuxième partie un peu plus rythmée, un peu plus entraînante. Là, j'ai plus apprécié le roman. Je vais pas vous en dire trop parce que je voudrais pas vous spoiler, mais voilà, c'est un avis mitigé. En même temps, je sortais de ma zone de confort avec la lecture de ce roman. Je l'avais mis dans sortir de ma zone de confort, d'ailleurs, dans le challenge de Flow & Books Marceau Féminin. Et en effet, je suis sortie de ma zone de confort, mais autant j'ai aimé la deuxième partie, autant vraiment la première partie, ça a été assez difficile pour moi. Donc je dirais que moi j'ai pas mis de petits trucs là où je trouvais que ça s'était un petit peu, mais peut-être autour de 150 pages, ça s'est un petit peu accéléré. J'ai du mal à savoir exactement, en tout cas voilà, un avis mitigé sur ce roman. Ça se lit, je pense qu'il peut vraiment plaire, mais moi, ça ne m'a pas convaincue. Voilà. Voilà pour mes lectures. On démarre dès demain un challenge 7 jours, 7 livres.
Je vous en parle dans le prochain vlog. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, à me partager un petit peu vos lectures, vos avis potentiels sur les romans dont je vous ai parlé. Et puis, on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.